En tant qu'Avengers du cinéma, je me dois de maintenir une certaine forme physique, n'est-ce pas, pour ressembler à Captain America, évident. Et aujourd'hui, bien le bonjour à tous et à toutes, on se retrouve non pas pour le flop film qui est sorti hier soir, mais pour le top film, et ça va être exceptionnel. Alors, donc, j'ai mon petit classement, comme hier soir. Attention, je remets la caméra. Voilà. Alors, en 10e position, j'ai donc décidé de mettre la Snyder Cut de la Justice League. Alors, bon, je vais pas passer par quatre chemins. La version Justice League de Josh Whedon était absolument atroce, qui était une sorte d'excroissance génétique, une sorte d'immondice filmique, une sorte de catastrophe industrielle. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Le film était atroce. Et alors, avec la pression des fans, n'est-ce pas, on a eu la Snyder Cut. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le projet m'intriguait, surtout que, comme je l'ai dit dans ma vidéo hier soir, dans mes flop films, je suis un très très grand fan du travail de Snyder, donc allons-y, finalement. Et au final, eh ben, la Snyder Cut, c'est formidable. Alors la Snyder Cut, pour savoir un peu ce qui s'est passé, parce que là je sens que j'en ai perdu 2-3 en chemin, en gros, après donc Batman vs Superman et Man of Steel, et Wonder Woman, Zack Snyder, enfin Warner plutôt, voulait faire une sorte d'Avengers pour DC Comics, ce qui est soit une bonne idée, parce que Flash, parce que Aquaman, Cyborg, Superman et tout ça, ça aurait pu, et ça aurait dû être un excellent film, sauf que ce qui s'est passé, c'est que donc, la fille de Zack Snyder est visiblement décédée durant la production du film. Donc Zack Snyder, puisque c'est un être humain finalement, a décidé de quitter la production. Et les studios, plutôt que de repousser la sortie du film, ont tout simplement décidé de mettre un autre réalisateur, à savoir Josh Whedon, qui a réalisé les chefs-d'œuvre que sont Avengers 1 et Avengers 2. Sauf que c'est pas le même style que Snyder, et du coup les studios ont foutu la pression à Whedon, et ça a donné ce qu'on appelle la version de 2017 de la Justice League, qui est un film de, je crois, 1h40 d'une immondice, enfin, comme j'ai dit, visuellement atroce, scénaristiquement horrible. Et donc là, la Snyder Cut, avec des scènes inédites, avec un remontage du film, qui fait donc 4 heures. Donc déjà, bon, il y a le temps de développer les personnages, il y a le temps de travailler, il y a le temps de tout ça. Et donc la Snyder Cut, c'est un immense film. Alors ce n'est pas le meilleur film de Snyder, parce qu'il y a quand même Watchmen et Batman vs Superman que moi personnellement je préfère. Après ça, c'est au goût de tout le monde. J'ai très longuement hésité à le mettre dans le top, parce qu'il y a d'autres films qui étaient 1000 fois mieux, mais quand même, je veux saluer le geste de l'artiste, parce que c'est quand même super bien, et c'est quand même très intéressant comme vision de la Justice League. Alors, ça n'arrive même pas à la cheville d'un Marvel, mais pour moi, c'est à peu près au niveau de Avengers 5, pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Donc c'est pas un mauvais film, c'est au contraire un assez bon film, mais c'est pas non plus un mastodonte comme Avengers Endgame, par exemple. Donc voilà. Donc Snyder Cut, très bon film. Alors, en 9ème position, et alors je sais que dans ma vidéo flop, j'ai créé beaucoup de débats, n'est-ce pas, en mettant des films comme Dune ou comme ADN dans mon flop. Sauf que là, du coup, celui-ci va faire débat aussi, puisque j'ai décidé de mettre OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, réalisé donc par Nicolas Bedos. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler de OSS 117 1 et 2? Non, parce que ce sont des excellents films. Franchement, il n'y a absolument rien à redire. C'est très intéressant la manière dont il construit ses films, la manière dont Dujardin a construit sa carrière après ses films. Enfin voilà, ce sont des excellents films. Et le problème d'être fan d'une licence, c'est qu'on en veut toujours plus.
Quand on a Avengers 3, on veut un Avengers 4, ensuite on veut un Avengers 5. Quand on a un personnage qu'on aime, on veut qu'il y ait tous les films sur lui. Et donc quand on voit finalement OSS 117.2, on se dit, bah, on en veut un troisième. Bon, pourquoi pas. Et alors là, on nous dit, oui, il y aura un troisième volet. Cool. Ce sera le même, le même scénariste, le même dialoguiste, parce qu'il faut savoir que 100% à peu près des blagues de OSS 117 passent par le dialogue. Donc, et par le jeu de Dujardin. Donc déjà, s'il y avait ces deux choses réunies, bah c'est cool. Et en fait, on nous donne Nicolas Bedos en réalisateur. Alors, beaucoup de personnes ont gueulé, sauf qu'il faut savoir que bah, Nicolas Bedos, en tant que réalisateur, c'est un super réalisateur. Enfin, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais Monsieur et Madame Adelman, c'est formidable. La Belle Époque, c'est un très grand film français. Ça fait rayonner le cinéma français. Donc, Nicolas Bedos redonne vraiment ses lettres de noblesse au cinéma français que tout le monde pense être un mauvais cinéma, alors que je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et donc du coup, ben, OSS 117.3, c'est un film qui a été énormément critiqué, qui a été énormément rabaissé, qui est, et là je suis assez d'accord avec tout le monde, certes c'est le moins bon des trois, mais ça n'en fait pas du tout un mauvais film. Bien au contraire, c'est un film qui est très drôle par plein d'aspects. Pierre Ninet, bon bah c'est Pierre Ninet, hein, donc il n'y a pas vraiment de choses à dire sur lui. Il est formidable, il s'incruste parfaitement dans cet univers d'OSS. Les blagues sont super bien, la mise en scène, parce que Nicolas Bedos c'est un mec qui aime la mise en scène, il aime le travail de la caméra, le travail de la photographie, le travail de la lumière. C'est beau visuellement, c'est scénaristiquement c'est très fort. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire de OSS 117.3, à part que c'est un très bon film, euh, mais que c'est le moins bon des trois. Ah bah dis donc, Eti. En huitième position, j'ai décidé donc de mettre Adieu les cons de Albert Dupontel. Alors, Albert Dupontel est un génie. Albert Dupontel est un génie, ça nous sommes assez d'accord là-dessus. On dit de lui que c'est le Terry Gilliam français. Alors, je n'ai vu aucun film de Terry Gilliam, donc je peux pas le dire. Mais j'ai vu Bernie que j'avais pas du tout aimé, pas du tout. Et j'ai vu Au revoir là-haut que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Et donc là, il arrive avec Adieu les cons, qui est vraiment une critique de la société française contemporaine, une critique du gouvernement, une critique d'à peu près tout, parce qu'il a toujours été très critique. Virginie Efira est formidable, Albert Dupontel, enfin, les deux personnages, moi, c'est ces personnages un peu de gens un peu étranges, un peu rejetés par la société, un peu. Enfin, rien que le titre du film, déjà, Adieu les cons, c'est une sorte de doigt d'honneur un peu à tout le monde, et du coup, moi, ça me parle, ce genre de truc. Ce truc de on est rejeté, du coup, bah, on fait un gros fuck à tout le monde, et c'est formidable. Et puis, en termes de photographie et de mise en scène, c'est j'ai été le voir deux fois au cinéma, d'ailleurs, j'ai été le voir la deuxième fois avec mon ami Mehdi, hein, qui est toujours là, qu'on salue. Hein. Et ben j'ai trouvé ça absolument formidable. J'ai trouvé ça absolument formidable parce que c'est un film qui me parle. Et quand les films utilisent des thématiques qui te touchent, ben, le film pour toi, et voilà, il est parfait. Et vraiment, c'est un film qui est exceptionnel, la musique est belle, les acteurs sont forts, le scénario est cool, franchement. J'ai hésité à le mettre dans le top là aussi parce que je me suis dit ouais c'est peut-être un peu plan-plan et tout ça et en fait non c'est un film qui est formidable, c'est un film qui a grandi en moi au fur et à mesure des mois et du coup bah, j'ai très envie de le revoir pour me faire un autre avis et ainsi de suite ainsi de suite. Donc voilà, Adieu les cons, c'est formidable. Alors, en septième position, après de multiples réflexions, parce que voilà, j'ai décidé de mettre The French Dispatch. Alors, The French Dispatch, c'est un film que j'avais un peu envie de voir, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que j'ai beau être un très grand fan de Wes Anderson, vraiment j'adore ses films, La vie aquatique c'est un pur chef-d'œuvre pour moi. Mais The French Dispatch ne me hypait pas tant que ça parce que il y a Frances McDormand et Timothée Chalamet, que c'est deux acteurs et actrices que je n'aime pas particulièrement. Ben, en fait, j'avais vu que Dune avec Timothée Chalamet et du coup, j'étais en mode bah non. Et au final, j'ai été le voir donc avec mes amis
Hugo, Gangou et Clara. D'ailleurs, on leur fait une dédicace s'ils regardent la vidéo. Et donc, on en a parlé après la sortie, et après la séance. Et au final, c'est un film qui est exceptionnel. C'est un film qui est exceptionnel parce que c'est un peu une sorte de film testament de Wes Anderson. C'est-à-dire que si Wes Anderson ne faisait plus de films après ça, ce serait pas forcément dérangeant en fait. Parce que en plus il a été au Festival de Cannes le film, donc on sait que les films cannois sont très très complexes à analyser et il y a beaucoup de choses à dire. C'est un film qui tente par moments des scènes en couleur, par moments des scènes en noir et blanc. Il y a le travail du nu aussi, de Léa Seydoux, que j'ai tout simplement jamais vu aussi belle, parce que le nu, quoi, on adore. Et vraiment, c'est magnifique, c'est bien écrit, les dialogues sont très justes. Timothée Chalamet il sait visiblement jouer des émotions, donc c'est quand même formidable, parce que vraiment, après Dune, j'avais peur pour lui. Moi, je pensais qu'il était en mort cérébrale, ce pauvre garçon. Et au final, non. Donc, incroyable. Donc vraiment, je suis content, je suis refait qu'il y ait que Timothée Chalamet soit un bon acteur. Puis la musique est cool, on a également Jeffrey Wright, on a également Owen Wilson qui va faire son monologue au début. Les plans sont visuellement, les plans c'est de Wes Anderson, hein, c'est visuellement exceptionnel. On a également Benicio del Toro, Tilda Swinton, on a Lila Coudry aussi, cette actrice française. Enfin, vraiment, on a plein de petits acteurs. Enfin, il y a tous les potes de Wes Anderson qui viennent passer une tête. On a aussi comment il s'appelle, Edward Norton. Enfin, voilà, c'est un film qui est très intéressant. On a également, et là je l'attendais pas, Mathieu Amalric dans la troisième histoire, qui est la moins forte des trois, je suis d'accord. Mais je trouve ça assez cool parce que en fait c'est un film à sketch, un film où il y a trois histoires. La première histoire est pour moi celle avec Léa Seydoux et Benicio del Toro est pour moi la plus belle et la plus magnifique de toutes, mais c'est un excellent film. Vraiment, c'est un excellent film. Et alors là, je suis en train de voir le top là. On va rentrer dans les films qui sont vraiment, vraiment super bien, qui ont pratiquement pas de défaut. Allez, suivant. Alors, là, on va parler d'un film qui est très, 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 très peu connu. Et que j'ai eu la chance de voir parce que je suis un petit filou. On va parler de Palm Springs. Alors, Palm Springs est donc avec Adam Sandberg qui joue donc Peralta dans Brooklyn Nine-Nine et Christine Milioti qui joue Tracy McDonagh, la mère dans How I Met Your Mother. C'est un film de boucle temporelle. Donc, en général, les films dans le voyage dans le temps, soit c'est chef-d'œuvre, genre Tenet, soit c'est absolument atroce, genre Retour vers le futur 3. Ouais, j'aime pas trop Retour vers le futur. Et en fait, c'est un film qui est un véritable bonbon, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un film qui est très drôle, qui est très fun, qui est parfois un peu dramatique sur certains instants, qui est très bien mis en scène. C'est un petit film parce que il y a trois acteurs, peu de décors, voilà. Mais c'est assez sympathique, assez drôle, assez fun, assez agréable à regarder. Puis en plus, c'est une comédie romantique. Alors, moi, vous savez que les comédies romantiques, c'est un peu mon dada, quoi. Je connais un peu le milieu. Donc, non, Palm Springs, c'est absolument formidable. C'est un peu une sorte de guimauve, en quelque sorte. Une petite guimauve acidulée, hein. On pourrait dire ça, finalement. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que faut voir Palm Springs. Il est sur Amazon Prime. Et c'est formidable. C'est formidable. En plus, il y a J.K. Simmons qui est dedans. Donc, regardez-le, quoi. Alors là, là, on va parler d'un film qui me fait très plaisir. Alors, en cinquième position, j'ai décidé de mettre Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal avec Pio Marmaille, Vima Laponce, Benoît Poelvoorde, euh, et également Gilles Cohen et Swan Arlo dans le rôle du méchant. Alors, le pari est quand même très très fort. Le pari est de faire un film de super-héros français, fait par des Français, joué par des Français qui se passe en France. Pas de New York, pas d'explosion atomique, pas de météorite qui rend les gens mutants, pas de monstres, pas d'exploits. Vraiment un truc très français, et tu te dis, bon, ok, moi vous savez que je suis fan de super-héros, donc dès qu'on fait un film de super-héros, ça me parle. Ça me parle et ça m'intéresse, ça m'interpelle. Et donc tu vois la première bande-annonce et tu te fais, ok, pourquoi pas. Et là il se passe un truc qui est assez
qui était tragique pour le cinéma, à savoir les 2 confinements, la période Covid. Et donc il y a tout un tas de films qui ont été rachetés par des plateformes ou qui ont été diffusés sur les plateformes. Je pense à ce film, je pense à Wonder Woman, Mortal Kombat, Godzilla vs Kong, enfin même Palm Springs, tout un tas de films qui devaient sortir au cinéma et qui au final sont sortis sur des plateformes. Et alors d'ailleurs, merci à Jules de son compte Netflix, parce que j'ai pu voir 5 fois comment je suis devenu super-héros. Et alors, le film est une réussite totale. C'est-à-dire que Benoît Poulvord dans Super-Héros, tu dis oh là, mais qu'est-ce que c'est? Au final, t'y crois parce que Benoît et l'acteur y croit, quoi, il est à fond dans le truc. Pio Marmagne en policier slash super-héros, oui, désolé, je spoil, c'est incroyable, la musique est superbe, et c'est là où j'avais peur, les effets spéciaux sont vraiment pas dégueux, ils sont sur sur certains points plus aboutis et plus travaillés que dans les films DC Comics ou dans certains Marvel, dans certains, attention. Parce que, en fait, ce qui est malin, c'est que c'est un film qui n'a pas un budget de ouf comme les Avengers qui ont 150 millions de budget. C'est un film qui a peu de budget, mais qui a décidé de mettre le budget là où il le faut. C'est-à-dire que on a également Clovis Cornillac qui vient passer une tête en tant que Gigaman. C'est super en fait, le scénario est bien ficelé, c'est un monde de super-héros, mais en même temps il y a un peu une enquête policière, et c'est toujours cool les enquêtes policières parce que trouver des indices, tout ça, tout ça. On a également Leila Bekti qui joue Cyclone, il me semble. Donc c'est un film qui, en termes d'action, c'est vraiment pas dégueu. Alors, on n'est pas au niveau d'un John Wick, au niveau du filmage, mais c'est quand même vraiment pas dégueu. La mise en scène est stylée, la photographie est très belle. Les acteurs, Pio Marmaille, de toute façon, il est mauvais dans aucun film, donc déjà ça va quoi. Benoît Poulvord en Monte Carlo, ça marche. Enfin, le film, vraiment, c'est une sorte d'orchestre qui est mené de A à Z parfaitement. Donc vraiment, même si vous n'êtes pas très fan de films de super-héros, je vous conseille très fortement de regarder ce film parce que c'est vraiment pas mal du tout. Et même si vous aimez pas, normalement vous devriez aimer parce que le délire super-héros, c'est... Enfin, c'est sous-jacent, quoi. C'est pas en mode il faut choper les P1 d'infinité dans la dimension miroir. Non, non, rien à voir. C'est un truc très franco-français, très bien mené, quoi. On rentre dans le 4e épisode. Alors, 4e, mon chien, qu'est-ce qu'on a mis en 4e? Qu'est-ce qu'on a mis? Eh oui, on l'a mis. On a mis en. J'ai mis en 4e position. J'ai décidé de mettre Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors, au contraire d'un Spider-Man No Way Home qui, dès la première bande-annonce, te hype de fou furieux, ou des Éternels qui, dès les bandes-annonces, te dit ce film sera de la merde, eh ben, finalement, avant tout ça, arrive Shang-Chi, où tu vois, ils annoncent le film, tu te dis ouais, pourquoi pas. C'est toujours le risque que dans Marvel quand on inclut un nouveau personnage, c'est que soit il va plaire aux fans, soit il va pas plaire. Parce que surtout là, c'est un peu à la manière d'un Black Panther qui était une déclaration d'amour à l'Afrique, une déclaration d'amour à la culture africaine. Là, on rentre dans la culture asiatique. Ok, bon, pourquoi pas. Je suis pas dans le délire culture asiatique, mais allez-y, je laisse le film emporter. Tu vois une bande-annonce, tu fais ouais, allez, allons-y, pourquoi pas. Une première bande-annonce, somme toute très sommaire, très simple, mais ça épante. Puis tu vois la deuxième bande-annonce, tu fais ok, pourquoi pas, et puis tu te renseignes un peu sur Shang-Chi, tu te renseignes un peu sur les acteurs, tu vois que le mandarin il est interprété par Tony Leung, qui est quand même l'un des plus grands acteurs asiatiques de sa génération, donc tu te dis, bon, allez, banco. Et là tu vois le film, et ça a été la grosse surprise, quoi. C'est-à-dire que le film est incroyable. Les scènes d'action, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des scènes d'action comme ça dans un film, dans un film. C'est-à-dire que enfin, mettre du kung-fu et du mysticisme et de la magie dans Marvel. Ok, ça a été fait dans Doctor Strange, mais là c'est super parce que c'est pas trop kitsch. Franchement, le scénario est incroyable. Le méchant, c'est pas juste je suis le méchant et je veux tuer les gentils. Ben non, parce qu'en fait, le méchant, c'est le père du gentil. Alors, du coup, ça fait un peu un truc à la Shakespeare, à la Dark Vador, à la Hamlet. Et il y a un truc un peu où Shang-Chi veut pas tuer son père parce que, lol, c'est son père, tu vois. Les costumes sont extrêmement bien. Après, en vrai, pour être tout à fait honnête, regardez mes vidéos parce que
que ce soit dans mon flop ou mon top, j'ai fait une vidéo pour pratiquement chacun des films. Donc je vais essayer d'être clair sur Shang-Chi, mais Shang-Chi c'est formidable. La musique est incroyable, la mise en scène, bon, on est dans un film Marvel, donc la mise en scène n'est pas ultra bien, mais il y a sur certaines scènes certaines envies de cinéma, certaines tentatives. C'est-à-dire qu'en fait, la phase 4 de Marvel, comme je me tue à le répéter, ça tente des trucs. Ça tente des trucs, du côté des Éternels, ça marche pas, du côté de Shang-Chi, ça marche, du côté de Loki, ça marche, enfin, du côté de WandaVision, ça marche pas. Enfin voilà, des fois ils tentent des trucs, ça marche, des fois ils en tentent, ça marche pas. Et là, Shang-Chi, ça marche de ouf. C'est trop bien, le personnage est ultra attachant, même le personnage de la sœur, c'est pas juste... Enfin, c'est très complexe. Et, moi, j'aime pas trop qu'ils annoncent directement des suites au film Marvel parce que tu te dis, bon, laissez le temps un peu de respirer. Bon, ils ont annoncé une suite à Shang-Chi, on attend de voir. Moi, j'aimerais bien voir Shang-Chi dans un film, peut-être avec Spider-Man ou avec Daredevil, ça pourrait marcher, ça pourrait être sympathique, tu vois. Mais Shang-Chi, c'est une grosse surprise, une très grosse claque. Surtout le combat final avec les anneaux, mais oh là là, c'est incroyable. Donc vraiment, Shang-Chi, une très 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 bonne surprise. Donc voilà. Allez, au suivant. Alors, en troisième position, les Olympiades de Jacques Audiard. Alors, Jacques Audiard, moi je n'ai vu que. Il a réalisé la saison 5 du Bureau des légendes, qui est probablement l'une des meilleures séries françaises. Mais sinon, je n'ai vu aucun film de lui. Donc j'arrive totalement vierge de Audiard, si je puis dire. Et en fait, je ne voulais pas aller à ce film. Je ne voulais pas aller à ce film. Mais là encore, Clara et mon petit kangourou, qu'on salue d'ailleurs, m'ont forcé à aller voir le film en me disant allez, ce sera bien et tout. Et puis tu vois la bande-annonce, tu te dis oui, bon, c'est en noir et blanc, c'est un peu stylé. Puis il y a des gens qui pratiquent le Covid, donc vas-y, ça va être sympa. Bah, parce que lol, les fesses, enfin voilà. Une réaction de connard, on peut le dire, on peut le dire. Et au final, le film est dans mon top 3 de l'année. Ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre plein d'autres films dans mon top 3, mais j'ai mis les Olympiades. Et j'ai. Non, j'allais pas le mettre en top 2 ou en top 1 parce qu'il faut pas abuser quand même, mais c'est un film. Alors, c'est. Pour moi, je le vois comme pas une comédie romantique, mais comme une histoire d'amour. Il y a un trio, même un quatuor amoureux finalement, entre le personnage de Noémie Merlan, le personnage de Makita Sandbei, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je sais plus les prénoms en tête, je suis désolé. Euh, et le personnage de Lucy Zhang, il me semble que c'est ça. Les scènes d'amour, parce que c'est toujours le problème quand on fait des scènes d'amour au cinéma, c'est que faut pas juste que ce soit oh ben lol, ils font l'amour, c'est marrant. Non, il faut que ça raconte un truc sur le personnage, sur le scénario. Je crois que j'ai rarement vu un film aussi bien filmé de cette année, enfin à part les deux autres du coup. Enfin, c'est formidable, la musique est magnifique. Noémie Merlan, que j'avais détesté dans La Jeune Fille en Feu. Portrait de la jeune fille en feu, c'est un supplice pour moi. Là, je la trouve flamboyante, je la trouve lumineuse. Et à la fin du film, la dernière phrase du film, c'est le personnage de Makita Sambé qui dit à Lucy Zhang, qui lui dit par interphone, il lui dit je t'aime. Je crois que ce je t'aime, ça a été l'une des plus belles, l'un des plus beaux je t'aime que j'ai entendu au cinéma, à tel point que, et là je m'y attendais pas du tout, j'ai pleuré en sortant, j'ai pleuré à de nombreuses reprises d'ailleurs durant cette séance. C'est un film qui donne en fait qui donne envie d'aimer les autres, tout simplement. C'est un film qui donne envie, qui donne de l'amour. Et sans l'amour, nous ne sommes rien, n'est-ce pas mon chien? Oui, il est d'accord. Donc vraiment, c'est un film exceptionnel. C'est un film formidable et j'aimerais que Jacques Audiard fasse plus, et que le cinéma français fasse plus d'histoires d'amour comme ça parce que, bon Dieu, c'est fort. C'est très très fort. Hey, 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 on est en top 2. Alors, en top 2 de l'année, alors sachant que le top, en faisant mon classement, mon top et mes flops, j'ai très 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 longuement hésité entre le top 2 et le top 1. Donc, en fonction de mon humeur, je pense que les deux sont plutôt interchangeables. Mais j'ai très longuement hésité. En top 2, j'ai décidé de mettre Camelot premier volet. Alors là, je sais que là, je vais faire jaser dans les chaumières, je vais faire danser dans les chaudrons, bref, ça veut rien dire. Là, je vais faire à peu près 63 minutes sur Camelot. Camelot est pour moi la meilleure série française en termes d'écriture, en termes de jeu, même en termes de mise en scène. Enfin,
c'est la meilleure série française parce que, comme je dis dans ma vidéo que j'ai sortie il y a longtemps maintenant, la France n'est pas un pays avec beaucoup de séries. C'est pas, quand on pense à la culture française, on pense pardon, à la gastronomie, à l'histoire et au cinéma, mais pas aux séries. Contrairement à l'Amérique qui a à peu près 90% des séries du monde, quoi. Et en fait, donc moi je voulais, quand j'ai appris qu'ils allaient faire un film Camelot, moi je me suis dit, un peu à la manière de Smallville, je me suis dit, je vais regarder tout Camelot, je crois, il y a peut-être 600 épisodes, un truc comme ça. J'ai regardé donc les 6 saisons, les 6 livres, et surtout le livre 5 et le livre 6 que j'ai trouvé tout bonnement exceptionnel et formidable en fait. Euh, j'ai trouvé ça grandiose, j'ai trouvé ça flamboyant, j'ai trouvé ça bien mis en scène. Sur les dialogues c'est un peu comme OSS, l'humour passe par les dialogues. Et je savais qu'il y avait une très 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 grosse communauté camlotienne, si je puis dire, ou arthurienne plutôt. Et en fait, quand je suis allé à l'avant-première, en fait, la salle était pleine. La salle était pleine et ça riait, ça applaudissait, un peu à la manière de Spider-Man finalement, dont on parlera juste après. Et en fait, c'est tout simplement exceptionnel en fait. Camelot, c'est et là, je fais une petite dédicace à mon ami Baptiste qui a tout simplement détesté le film, mais bon, ce n'est pas grave, il a pas de goût, on lui pardonne. Hein. Non, je rigole. Et en fait, Camelot, c'est un film qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. J'ai rarement, je pense que j'ai rarement ri autant au cinéma depuis ce film. Attendez, j'ai ri, hein, j'ai quand même ri dans ma vie, vous inquiétez pas. C'est un film qui est, pour moi, la limite de la perfection de la comédie, le rythme, la musique, les plans, la mise en scène, la photographie, le montage, le scénario, les acteurs. Enfin, on sent que. Moi, j'ai regardé beaucoup d'interviews pendant la tournée promo de Camelot. Tu sens que les acteurs, ils en ont envie, quoi. Ils aiment ce qu'ils font et ça se ressent à l'écran parce que, bon Dieu, ils ont une alchimie de fou. Je pense notamment à Antoine Decaune, qui est pas forcément un acteur ultra reconnu, ultra bon, et qui est au final formidable dans le film. Christian Clavier, qui d'habitude fait les grosses comédies françaises un peu grosses, un peu nazes, là, il est très bon dans le film. Je pense notamment à Lancelot, qui est le méchant de l'histoire, qui est incroyable. Les dialogues sont exceptionnels. Le combat d'épée contre épée à la fin est brillantissime. Donc vraiment, Kaamelott, c'est à mourir de rire. C'est extrêmement bien filmé. Et quand vous écoutez notamment la vidéo, le vidéoclub de Combiné de Alexandre Astier, il a une vision de la comédie, une vision de la mise en scène, une vision du travail du cinéma en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur qui est, alors certes, ne plaira pas à tout le monde parce que ça fait un peu mégalo et tout, mais bordel, qu'est-ce que c'est. Moi, pour moi, Alexandre Astier est un génie de la comédie, est un génie du cinéma français. Kaamelott, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Donc vraiment, ruez-vous sur les DVD ou au cinéma s'il y a encore, je sais pas. Mais Kaamelott, c'est formidable, c'est exceptionnel. Bah oui, en top 1, j'étais obligé. J'ai mis Spider-Man No Way Home, réalisé par John Watts. Alors là, je sais que dans les commentaires ou dans mon public, les gens, vous allez dire oui, mais t'es fan de Marvel, donc t'es pas très objectif, et nanana et nanani. Oui, mais je ne donne pas un point de vue moi, le top et le flop, c'est mon point de vue à moi. Moi, par exemple, j'ai mis Dune en flop 1 de l'année. Il y a des gens, et c'est pratiquement sûr, qui vont le mettre en top 1. Et ok, les gens, je pense qu'on a tous le droit d'avoir son propre avis sur le film et même de créer du débat avec quelqu'un. J'aimerais beaucoup discuter avec quelqu'un qui n'a pas aimé Spider-Man. Et pouvoir discuter calmement avec des gens qui ont apprécié Dune et que moi j'ai détesté. Mais Spider-Man No Way Home, c'est pour moi un ultra chef-d'œuvre. Je suis désolé. Il y a dans ce film quelque chose qu'il n'y avait pas dans Homecoming. Alors même si j'ai revu Homecoming hier soir, il n'est pas si mal que ça finalement. Je pense même que je le préfère à Far From Home d'ailleurs. Il y a quelque chose dans cette trilogie. Déjà, le débat, quel est le meilleur Spider-Man, on s'en fout. Clairement, on s'en bat, on s'en contrefout le steak. Hein. Euh, c'est comme qui est le meilleur Joker ou qui est le meilleur Batman ou qui est le meilleur James Bond. Chaque acteur apporte sa patte. Là, on est sur un Spider-Man chez Marvel qui est plus proche des comics, qui est un peu plus jeune, mais qui fait beaucoup plus Peter Parker, qui est beaucoup plus
en train de devenir un adulte, là où dans la trilogie de Raimi, il est déjà un adulte, il est déjà mature. Là, on est sur un Spider-Man qui est immature, qui fait des bêtises d'adolescent, mais qui parvient à grandir à travers les événements de Far From Home, de Homecoming, de Endgame, de Infinity War, et donc de No Way Home. La nostalgie vient te... Si t'es fan de Marvel, en fait, ce film est fait pour toi parce que le film vient te chatouiller là où ça fait du bien, quoi. Il ramène Docteur Octopus, il ramène le Bouffon Vert, il ramène Electro, l'Homme Sable, enfin, il ramène plein de méchants comme ça qui sont... c'est cool parce que plus il y a de méchants dans un film, plus c'est cool parce que nous on adore les méchants dans les films Marvel. Et alors là on ramène les meilleurs, donc le Bouffon Vert et Octopus et Electro, mais oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Electro c'est genre l'un des méchants préférés de Spider-Man, l'un des méchants préférés ever, donc j'adore. Et en plus, enfin, je suis... Alors désolé on va spoiler, mais là ça commence à faire longtemps. L'arrivée des 3 Spider-Man, même si la scène est méga longue et qu'elle aurait pu durer 1000 fois moins longtemps, le fait qu'il y ait les 3 Spider-Man et qu'ils aient des scènes où ils se parlent en mode ah, qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Ben moi je suis avec Mary Jane, ça, tout ça. Enfin, c'est trop bien. Ils ont réussi à faire aimer Andrew Garfield là où nous tous, en tant que fans de Marvel, on savait que c'était un super Spider-Man. On l'avait vu dès le début, mais là, là quand il sauve MJ, parce qu'il a pas pu sauver Gwen, c'est bordel de c'est exceptionnel quoi. Et puis même je trouve que la mise en scène pour le coup est vraiment pas dégueulasse. Vraiment John Watts à un moment il se permet un plan séquence dans l'appartement de Peter et de Tante May qui est vraiment cool. Il y a des chants contre chants qui sont vraiment pas dégueux. Bon ok, oui, il y a certains plans avec effets spéciaux qui sont atroces comme dans tout Marvel. Il y a des plans cool, il y a des plans avec effets spéciaux qui sont magnifiques. Il y a des plans qui, bon, sont pas très beaux, ok, parce que, voilà. On pourrait, oui, tous les plans quasiment sont faits dans un fond vert. Est-ce que c'est vraiment du cinéma? Oui, à partir du moment où tu poses une caméra et où tu racontes une histoire, c'est du cinéma. C'est peut-être un avis un peu carré, mais moi c'est comme ça que je le vois. Donc, franchement, c'est formidable. C'est formidable, No Way Home. C'est le film de l'année, c'est clairement le meilleur Marvel après Endgame. Je pense que dans mon ordre, ça fait Endgame, No Way Home, Infinity War, Black Panther. Je pense, voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée. Mais c'est incroyable, c'est exceptionnel. La musique est dantesque. Je pense à la scène d'intro où la musique elle est super. Bon, les dialogues sont un peu kitsch, mais je trouve que la fin, les 30 dernières minutes du film sont ce que Marvel a fait de mieux depuis Avengers Endgame. Les scènes de combat sont super bien chorégraphiées, très bien mises en scène. Vraiment, je pourrais en parler pendant des heures de ce film parce que non seulement c'est formidable et puis ça annonce des trucs pour le futur de Marvel qui sont dantesques. Je pense notamment pour Peter Parker qui finit par se sacrifier et devenir le véritable héros qu'on attend de lui depuis le début. Donc véritablement, Spider-Man No Way Home, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. C'est formidable. Donc voilà. Donc voilà. Vous avez donc mes flops de l'année qui est sorti hier et ma vidéo top qui sort aujourd'hui du coup. On se reparlera d'ici demain ou jeudi on parlera série 2021 et puis après on se retrouvera pour plein de vidéos entre guillemets classiques, hein, les critiques, Kingsman, Matrix, West Side Story, Batman. Alors déjà, j'annonce directement The Batman, meilleur film de l'année 2022. Oui, oui, il y a les séries Marvel, oui, il y a les films Marvel, Doctor Strange 2, Thor 4, mais The Batman, c'est le meilleur film de l'année. C'est sûr et certain, mais sûr. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a bien enjaillé, vous a bien fait plaisir. N'hésitez pas à mettre votre propre top en commentaire et puis on pourra en débattre. Et puis, comme d'habitude, un film, une série, un jeu vidéo, vous voulez que j'en parle? Dites-le dans les commentaires et je le ferai. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, c'était l'Avenger Cinéma, je vous dis à bientôt.